Bonjour à tous, on est Chloé et Gürkan derrière One Life Goes On et Slow Studio. Euh, on s'est rencontrés au Mexique il y a 4 ans. Après, Chloé est retournée à Paris. J'ai arrêté mon voyage et venu à Paris et vivre avec Chloé à Paris. Et après, on a commencé Van Life. One Life après 2 ans avec notre ticket et commencer à voyager pour le week-end. C'est bien. Et Après, Tartine. et Tartine, oui, Tartine, on a acheté l'année dernière. Et quand on a créé notre studio, actuellement, même temps, Maurice. Ouais, Ouais, il y a un an. Donc oui, Tartine, c'est un Mercedes AMR de 1985. Quelle est notre activité de freelance? Et j'ai commencé à travailler comme graphiste il y a 8 ans, je pense, plus peut-être even. Et maintenant, on fait graphisme et vidéo, photographie, rédaction web, Oui. ajouter. En fait, donc Gurkan est graphiste Mhm, depuis 8 ans, vidéaste depuis bientôt 4 ans. mhm, Et moi, j'ai débuté ma carrière donc après mon master. Donc Gurkan est venu me rejoindre en France parce que je finissais mes études. Donc moi, j'ai un master en communication du CELSA. Et après, j'ai commencé à travailler comme consultante dans un cabinet de conseil, consultante en mhm, management. Et en fait, pendant ce temps-là, Gurkan a commencé à avoir ses premières missions en freelance à côté. Et donc, j'ai commencé à l'aider parce que parfois, on avait des clients français, donc je gérais la partie relation client. mhm. Puis, en fait, j'ai commencé à écrire les storyboards de vidéos avec lui. Et puis, Ah, finalement, on y a pris goût. Enfin, on s'éclatait pas mal à travailler ensemble. On a commencé par travailler pour un coffee shop à Rouen qui avait besoin d'un mhm, logo, de lancer les réseaux sociaux, d'une vidéo. Et donc, c'est de là qu'est née en fait l'idée de lancer Slow Road Studio, qui s'appelait pas comme ça à la base, puisqu'en fait, l'année dernière, Gurkan a fait la vidéo du Van Life Fest. Et au tout début, vraiment, quand on s'est lancé maintenant il y a un an, on avait appelé ça Van Life Goes On Studio. Et on reviendra et on dessus connaît ça. par la suite, mais en fait, on a décidé de changer le nom pour vraiment distinguer notre vie personnelle, donc la van life, le zéro déchet, le Mhm. minimalisme, mais plutôt sur Van Life Goes On, et le studio, qui est vraiment notre activité professionnelle, et vraiment voilà, bien séparer les deux. Et on vous expliquera pourquoi juste après. C'est quoi? Il y a des micros qui parlent, c'est bizarre. Mais il y a quelqu'un Alors, qui- du coup, est-ce qu'on était déjà freelance avant de vivre en van? Oui, j'ai commencé à travailler freelance quand j'ai voyagé au Mexique. Avant d'aller au Mexique, j'ai travaillé mon agence communication Ouais. à Istanbul. Mais après, quand j'ai voyagé, j'ai commencé à travailler freelance. Mais quand j'ai travaillé pour l'agence, mon agence, j'ai continué à travailler freelance aussi parce que c'est vraiment important de travailler euh, pour l'agence et client outside, comme je peux dire. Sans interruption, en fait, Oui, dans le parcours, dans le oui, portfolio. oui, c'est important parce que après, je peux Perdre les lose contacts. mon client qui est outside de l'agence. Si je veux travailler, je veux continuer à travailler freelance après. Ouais, alors du coup, Gurkan continue à travailler freelance quand il était en voyage en sac à dos au Mexique. Donc à l'époque, il avait et ses clients en freelance depuis Istanbul et il est inscrit sur une plateforme qui s'appelle Fiverr. Donc on mettait en ligne des gigs Ouais. et donc c'était des gigs design réseaux sociaux ou autres. Et en fait, il gagnait sa vie comme ça et c'est ce qui lui permettait de financer son voyage en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mhm. Sauf que quand il est arrivé à Paris pour me rejoindre après notre rencontre, ben, le salaire turc et la rentrée d'argent sur Fiverr n'était pas suffisante pour subvenir à la vie parisienne, Mhm. puisque le salaire minimum turc, ben, il est 6 fois inférieur Mhm. au salaire français. Enfin, la livre turque est moins forte que l'euro. Ouais. Du coup, c'était désavantageux dans ce sens-là de gagner de la livre turque, mais de vivre en France, d'autant plus à Paris. Mhm. Et Et même pour Fiverr ou freelance.net, etc. Tous les ouais, freelance websites parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en Turquie, à Pakistan, au ouais. En fait, Inde. Il y a beaucoup de Fiverr, personnes c'est qui très gagnent compétitif. moins que les personnes qui habitent en France. Ouais.
Fiverr, c'est très compétitif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un graphiste ou que sais-je, surtout des compétences en ligne, pour quasiment rien. C'est-à-dire que c'est marqué, on va vous faire votre site web WordPress pour 100 euros. Et donc, c'est des gens qui vont travailler depuis l'Inde, le Pakistan, un peu partout dans le monde et qui vont travailler pour bien moins cher. Donc, encore une fois, nous, en tant qu'Européens, avec des besoins et des dépenses européennes, c'était pas intéressant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand Gurkhan est arrivé en France, après, il a un peu mis en pause son agence à Istanbul, puisqu'en fait, pour donner des chiffres, il gagnait à peu près... Pour commencer, Ouais, il trouver gagnait à peu autre près chose 500 en euros par France. mois avec son job de graphiste plein temps pour une agence à Istanbul, donc ce qui est un peu plus que le minimum légal en Turquie. Et après, en fait, il a commencé les cours de français. Donc, c'est-à-dire que le matin, de 7h à 15h, il travaillait comme graphiste. Après, il allait en cours de français. Et après, du coup, il avait pris un job de CDD en tant que serveur nos premières années. Ouais. Donc ça, c'était il y a 3 ans sur Paris. Oui, temporary. Voilà. Oui, reason. Et ensuite, pour faire un petit peu l'histoire, après, il a travaillé dans une agence de pub sur Paris, donc il était en CDD. Et au moment où ils ont voulu le signer en CDI, puisqu'au bout de CDD, tu es obligé d'avoir un CDI, il a refusé pour créer son statut d'auto-entrepreneur et travailler en tant que freelance, puisqu'on commençait déjà à avoir un réseau qui s'organisait sur Paris, avec d'autres agences de publicité avec lesquelles on a travaillé, notamment pour de la vidéo. Et donc là, on est à peu près à mars 2019. Et donc, Gurkhan s'est lancé avant moi. Donc, ça a été un gros avantage pour nous, en fait, que lui débute l'activité freelance avant moi, puisque moi, j'avais mon CDI, j'étais salariée, j'avais un salaire fixe, je gagnais extrêmement bien ma vie pour une jeune cadre sur Paris. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que d'avril 2019 à septembre 2019, bah, on a commencé à lancer le studio. Et moi, je travaillais à la fois pour Slow Road Studio et pour mon job. Donc, autant vous dire que les week-ends étaient bien, bien chargés. Et ensuite, moi, j'ai démissionné en septembre 2019 et j'ai à mon tour créé mon statut d'auto-entrepreneur que je ne pouvais pas demander avant parce que dans mon contrat de travail, c'était bien marqué que je ne pouvais pas travailler à côté sans leur expliquer. Sauf que si j'en avais parlé, ils auraient bien compris que je m'apprêtais à partir. Donc voilà un petit peu comment on s'est lancé. Et donc du coup, on est vraiment freelance à plein temps depuis mars 2019 pour Gurkhan et septembre pour moi. Mais Alors, quatrième question. comment organisons-nous nos journées dans le van? Alors, nous, généralement, on essaie de travailler 4-5 heures par jour. Ça dépend du Ça projet. dépend Si des on a projets. quelque chose extra, not for the client only. Ouais, ça dépend aussi de quel moment on est dans le projet. C'est un peu la limite qu'on se fixe. Donc, généralement, bah, on aime bien se lever tôt le matin, travailler un petit peu le matin et peut-être continuer le soir. Ou alors, bah, si la météo est un peu pourrie, qu'il pleut, bah, là, c'est la journée où on sait qu'on va bosser comme pas possible et faire un petit peu toutes les corvées. Au contraire, si on est sur un spot et qu'on avait prévu d'aller surfer le matin et que les conditions sont bonnes, on va peut-être aller se mettre à l'eau le matin et travailler l'après-midi. Donc, il n'y a pas vraiment de planning fixe. On ne peut pas de toute façon s'imposer. Ça dépend beaucoup trop du spot, de l'endroit où on est, de la météo, de la charge de travail. Donc, on essaye de s'adapter. Mais en moyenne, ouais, c'est vraiment 4-5 heures par jour, 4-5 heures vraiment productives. Et là, je parle vraiment que du studio. Je ne parle pas de Van Life Goes On, d'Instagram ou quoi à côté. C'est vraiment 4-5 heures dédiées aux clients, en gros. Pour prendre des photos as a hobby. Oui, là, je ne parle pas du tout des hobbies. C'est vraiment la partie studio qui nous permet de vivre. Alors, quel est le spot idéal pour travailler? Quiet. Quiet. The most important thing, I think, in our life. Du silence, un petit peu excentré, du réseau. Ça, c'est indispensable. C'est dès qu'on arrive quelque part, on regarde tout de suite le réseau si on capte bien la 4G. Ensoleillé, s'il fait beau, on essaie de bien se positionner par rapport aux panneaux solaires, pour être sûr d'avoir suffisamment d'électricité. Before the trees and all that. Voilà. Et aussi, voilà, là, on sait qu'on ne va pas être dérangé. Après. Et s'il n'y a pas de soleil, on a besoin d'aller au café, par exemple. C'est important. Si on a besoin de travail pour le client et on n'a pas d'électricité, c'est important si on est à côté de ville ou quelque chose. C'est important aussi. Ouais, c'est vrai que quand on est près des villes, on aime bien aller travailler dans des cafés aussi. J'en parlais notamment récemment là, dans le e-book parce que on est en train d'aller dans les cafés, on reste pas qu'enfermé dans le van. Donc déjà, on travaille ensemble, donc forcément, on n'est pas complètement isolé, mais ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, ça nous permet de rencontrer potentiellement des clients, de rencontrer d'autres freelances. Donc c'est vrai que dans des villes comme Biarritz ou des petites villes sympas, on aime bien aussi sortir du van, aller travailler à l'extérieur. Donc on embarque avec nous notre ordinateur et globalement, c'est tout ce qu'il nous faut. Après, dans le van, donc pour l'Internet, ce qu'on avait fait, c'est qu'au début, on avait acheté un modem
Et après, on l'a laissé tomber parce on n'a pas été très, très satisfait du modèle. Donc, je pense qu'on va rechanger prochainement pour une antenne 4G. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on a chacun 100 JO sur nos téléphones et on a un troisième téléphone et on fait du partage de connexion. Donc, on a 300 JO par mois et ça nous coûte à peu près 70 euros d'Internet par mois. Donc, c'est un poste de dépense assez important, surtout que ça nous arrive souvent de faire du hors forfait ou d'acheter une option encore plus de 50 JO à 25 euros ou quoi. Donc, c'est vrai que l'Internet, on s'est retrouvé certains mois à dépenser 140, 150 euros d'Internet. Mais bon, c'est indispensable pour notre activité. Généralement, c'est idéal. Si Ouais. je consomme beaucoup, si on fait des vidéos. Par exemple, si j'ai fait des vidéos, je ne peux pas envoyer toutes les datas à quelqu'un parce que sometimes c'est Ouais. 50 Go vidéo ou 100 Go vidéo. Ouais, en fait, Pour envoyer les partager livrables ça. vidéo aux clients, ça consomme beaucoup de data puisque les vidéos sont assez lourdes. Moi, quand je fais des sites en ligne, donc sur Squarespace, bah, pareil, je suis en ligne toute la journée, donc ça consomme beaucoup. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise nos journées par rapport au type d'activité qu'on doit faire. Par exemple, moi, tout ce qui est rédaction, j'ai pas besoin d'être en ligne. Tout ce qui est traitement de photos, pas besoin d'être en ligne. Tout ce qui est post-prod niveau vidéo, pas besoin d'être en ligne. Donc, il y a quand même pas mal d'activités qui ne nous imposent pas d'être en ligne ou alors vérifier 2-3 trucs sur le téléphone. Mais c'est vrai qu'on essaie d'organiser. Et bah voilà, ce qu'on suit principalement, les deux postes un petit peu de stress, c'est est-ce qu'on a assez d'élèves pour travailler? Est-ce qu'on a assez d'internet pour envoyer ce qu'on doit envoyer? Ouais. Alors, quelles sont nos astuces, outils pour être organisé et productif? Ouais. Pour l'organiser, Pour l'organisation? on a 3 applications. On utilise beaucoup. Première chose, Todoist. Ouais, donc Todoist. Todoist, on fait plein tous les matins, généralement, qu'est-ce qu'on va faire pendant la journée. Après, on a la deuxième application, on utilise beaucoup Befocused. C'est Ouais, donc Befocused, c'est Todoist. Todoist. Todoist, ça ressemble à ça. En fait, on a par projet. En fait, Vous pouvez donner la responsabilité à quelqu'un, au collègue Gürkan qui est responsable pour le projet. Après, on a beaucoup de projets, on séparé. ouais, en fait, on sépare Ouais. nos projets clients Mhm. et souvent on travaille. Donc, on a des missions, soit des missions qui me sont propres avec mes clients, soit il a ses missions avec ses clients, ou alors parfois on a des missions en commun. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met à chaque fois nos tâches à réaliser pour tel ou tel client et on se met les échéances et on se met qui est responsable. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avec Todoist, on se met vraiment une to-do journalière. On évite de mettre des grandes phrases, des grandes actions qui engloberaient plein de sous-actions parce que finalement, on la coche jamais. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est la liste d'actions, de tâches à accomplir aujourd'hui pour après les mettre dans une autre application que Gurkan était en train d'expliquer. C'est to be focused, c'est timer, basically. Vous pouvez bloquer le temps. Vous pouvez choisir le temps comme tu vas travailler, mais généralement on utilise 25 minutes et après 5 minutes pause 4 fois. Après la grande pause, 15 minutes. Après 25 minutes 4 fois. Et après on peut travailler, je pense, 4 heures comme ça, Ouais, avec grande pause. attends, je vais vous On peut montrer. partager Je vais vous screen peut-être. montrer. C'est- Comment je fais pour partager l'écran? On l'a Je appuyé 2 pense que minutes. c'est share screen, c'est là. Hop, share Ouais. screen. En haut, en haut, en bas, ouais, en bas. Ouais, Ouais, on a hop, trouvé. share. Donc, on vous montre. Non, Mince, c'est pas ça. ouais, c'est ouais, voilà. Ici. Donc, en fait, ici, tout le monde voit bien? PF, tu nous confirmes? On voit bien, on voit bien. Ok, super. Donc en fait, ici, par exemple, on va mettre, je ne sais pas, je dois rédiger un article pour un tel. Donc je note mon action ici. Je fais entrer et après, je lance mon timer. Et donc nous, vraiment, un petit peu chaque jour, on On va essaie de se commencer. dire qu'on fait, on essaie de se dire chaque jour qu'on fait 10 Pomodori. Donc en fait, ça, c'est une méthode Ouais, de ouais, choisis. productivité qui s'appelle Ici, la méthode c'était. Pomodoro. Et donc, ce qui est cool, c'est que ça force à prendre des pauses parce qu'en fait, on se rendait compte que par moment, on commençait à travailler et on se mettait 3 heures non-stop derrière l'ordinateur et on ne s'arrêtait pas. Et donc, du coup, nous, on fait 25 minutes, on travaille pour faire une tâche. Ensuite, on prend 5 minutes de pause. Donc voilà, on regarde la vue, on se resserre du café, on grignote un petit truc. Et après, on repart pour 25 minutes. Et toutes les 1 heure, du coup, tu prends 15 minutes de pause. Et en Ouais. fait, tu es beaucoup plus productif quand tu t'aères un petit peu l'esprit plutôt que d'essayer de faire des grandes plages horaires et travailler non-stop pendant 3 heures. Et en fait, après, tu as le cerveau, t'en peux plus, t'es plus dedans, tu fais un peu n'importe quoi, tu regardes Instagram, tu divagues et c'est pas très productif.
Donc ça, c'est l'application Bifocus, mais il y en a plein d'autres. Nous, on l'utilise sur ordinateur parce que comme ça sonne directement sur l'ordinateur. Ça marche aussi sur le téléphone et c'est complètement gratuit. Ensuite, la troisième application qu'on utilise, c'est Slack. Donc Slack, c'est généralement plus connu. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser Slack? C'est pour réduire un maximum les mails. Donc déjà entre nous, pour pas s'interrompre, parce qu'on travaille chacun de notre côté et on peut pas passer notre journée à s'interrompre et à s'interpeller juste pour partager une idée. Donc on met tout sur Slack et avec les clients aussi. En fait, on essaie vraiment de limiter l'usage des mails aux nouveaux clients où elle envoie des factures. Mais après, tous les échanges liés à un projet, on les fait passer sur Slack. Généralement, les clients l'utilisent. Ou alors, parfois, ça nous est arrivé d'utiliser Instagram Message sur le studio. Mais ça, on ne veut plus trop le faire parce que du coup, on peut être sollicité un peu à n'importe quel moment de la journée quand on n'a pas trop envie. Donc, on utilise vraiment Slack pour échanger avec nos clients et du coup, limiter le nombre d'interactions par mail et donc le nombre de mails à traiter. Et je pense que c'est tout. C'est nos 3 outils principaux. Ah non, il y a Trello aussi. Du coup, Trello, c'est... alors, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a toutes nos infos dedans, mais c'est un outil, nous, on l'utilise pour gérer tous nos clients, donc prospects et clients. Donc, c'est ce qu'on appelle un outil de CRM, donc Customer Relationship Management. Et donc, on met en fait les projets en cours, les projets où on a perçu du coup le premier paiement, puisqu'on demande toujours 50% à la signature du devis, les projets pour lesquels on a quelque chose à livrer, les projets pour lesquels on attend un retour du client. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de où est-ce qu'on en est dans notre gestion des missions clients. Et en fait, ça nous aide parce qu'on travaille avec une autre freelance sur Strasbourg, qui est en fait ce qu'on appelle une VA pour nous, donc une Virtual Assistant, qui nous aide un petit peu dans toute la partie gestion, on va dire un peu toute la côté gestion, envoi des factures, relance, etc., relecture, enfin tous les trucs un peu chiants qui peuvent vite nous faire perdre un peu de temps. Donc nous, on préfère déléguer pour partie tout ça. Donc moi, je mets les infos dans Trello et après, c'est elle qui s'occupe d'envoyer les factures et tout. Et comme ça, nous, on ne perd pas ce temps à faire des tâches assez redondantes, assez chiantes, à vrai dire. Et on garde vraiment notre temps pour travailler sur des sujets de fond. Donc voilà, ça, on l'a délégué, à quelqu'un. Donc Charlotte, si tu passes par là. Et toutes les applications sont gratuites. Cette raison. Ouais, Trello, Slack, Bifocus et Todoist, c'est gratuit. On ne paye pas pour ces applications. Il y a option premium, mais on Non, n'en a pas vraiment besoin. pas besoin. Alors, question suivante. Est-ce qui est plus compliqué à gérer en tant que freelance nomade? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer en tant que freelance nomade? Qu'est-ce qui est compliqué à gérer? Nous, pour la partie présentielle, donc quand on fait de l'événement notamment, donc photos événements et vidéos d'événements, parfois on n'est juste pas au bon endroit au bon moment. Donc c'est toujours assez douloureux de devoir refuser des projets parce que forcément c'est de l'argent en moins, mais voilà, parfois ça se goupille pas très bien. Puisqu'en fait, à chaque fois, on se déplace avec Tartine, avec notre van, pour aller sur le lieu du tournage. Donc, on essaie aussi de définir notre itinéraire par rapport à ces projets en présentiel. Après, la partie projet photo, mes produits, on travaille avec une autre agence, elle, qui fait du marketing digital. Et donc, souvent, elle nous envoie les produits. Et c'est mes parents qui font un peu plateforme de réception. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir plusieurs clients en même temps. Il va envoyer les produits, donc des crèmes, souvent c'est des produits de beauté, des crèmes ou autres. Alors, on va tout chez mes parents. Mes parents nous les envoient dans un point relais par rapport là où on est. On fait les photos. Souvent, on garde les produits. On fait les photos et après, on envoie à l'agence qui, elle, travaille pour ce client et après fait des campagnes de Facebook Ads, de promotion sur Instagram et autres. Donc, c'est pas de la photo en présentiel en tant que telle. Et après, on fait aussi de la photo un peu lifestyle. Et là, pareil, souvent, c'est à distance. Donc, c'est vraiment plutôt la partie événementielle qu'on adore. Ça nous permet aussi de rencontrer du monde et souvent de rebondir sur d'autres missions qui nous imposent d'être là physiquement. Et donc, du coup, on n'est pas vraiment des digital nomades dans le sens où on a une partie de notre activité qui se fait en présentiel. Et je dirais que le ratio, c'est 70-30. 70% à distance et 30% en présentiel. D'ailleurs, normalement, Gurkhan devrait être en train de faire la vidéo du Van Life Fest numéro 2 en ce moment même. Mais bon, l'histoire est un peu différente. Alors, comment trouvons-nous nos clients et s'ils connaissent notre mode de vie? Oui, I think les réseaux sociaux helps finding Ouais. pour nous. En fait, alors, il faut savoir, c'est que nous, on n'aime pas du tout la prospection.
Genre, vraiment, c'est pas un truc qui nous branche. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas arriver chez les gens et toquer à la porte. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas du tout envie de faire. Et donc, du coup, on s'est vraiment appuyé sur nos réseaux, puisque moi, j'avais quand même 3 ans d'expérience professionnelle. Gurkhan avait déjà un réseau assez important. Et donc, pour nous, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Donc, des gens qui nous ont recommandé, et même parfois d'autres vanlifers. Typiquement, la mission dont on vous a parlé à Rouen, une des premières qu'on a eues, c'était Mendy et Damien de Saut dans le Van qui nous avaient recommandé. Donc, le Van Life Goes On nous a beaucoup aidé aussi dans le lancement du studio, puisqu'en fait, la communauté qu'on a mis en place sur Van Life Goes On, bah, aujourd'hui, on a des clients avec lesquels on travaille qui sont arrivés via Van Life Goes On. Donc, du coup, ils connaissent notre mode de vie, ils savent très bien qu'on vit en van, qu'on est nomade, qu'on travaille à distance, et ils sont complètement OK avec ça, parce qu'on a quand même des clients assez cool. Par contre, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus institutionnels, un peu plus sérieux, pour lesquels ça n'apporterait pas grand-chose finalement de savoir qu'on vit en van. Et donc, du coup, là, on se cache bien de le dire. Et d'ailleurs, on en rigolait parce que l'hiver dernier, on avait travaillé sur une campagne de crowdfunding et la cliente nous avait invité chez elle, mais un appartement énorme à Paris, genre vraiment l'appartement haussmannien qui devait faire 200 mètres carrés. Et pour le rendez-vous suivant, quand on révisait les vidéos, elle nous avait dit bah, si tu voulais, je peux venir chez vous. On lui avait dit non, non, c'est bon, on va venir chez toi, t'inquiète pas, on fait le déplacement. Donc voilà, il y en a certains pour lesquels on n'en a pas parlé expressément et il n'y avait pas besoin. Donc ouais, nos clients, ça a été du bouche à oreille, notre réseau. Et après, on a fait parfois de la prospection, mais très ciblée, quand c'est des projets qu'on voulait vraiment avoir. Je pense notamment à Clear Fashion. On a fait une vidéo pour eux. Et en fait, dès qu'ils sont sortis, on a découvert l'application au bout de 2 semaines après qu'elle soit sortie. Nous, vu qu'on voulait vraiment travailler pour des projets responsables, bah là, c'était complètement en phase avec ce qu'on voulait faire. Donc, on s'est dit vite, on leur saute un petit peu dessus avant qu'ils soient trop connus. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on leur a envoyé un message, etc. Et ça s'est fait très rapidement. Et au bout d'une semaine, on tournait la vidéo avec eux pour leur événement de lancement. Donc, on va faire plutôt de la prospection très ciblée quand on veut vraiment soit ajouter le client à notre portfolio, ou soit on sent qu'il y a un besoin ou autre. Mais souvent, ce qu'on fait quand on fait de la prospection, on n'envoie pas juste un mail en disant travaillez avec nous. On va identifier un vrai problème en lien avec la communication du client, donc un truc qui ne va pas sur les réseaux sociaux, ou des propositions d'articles pour alimenter leur blog, propositions de vidéos et capsules pour telle ou telle sortie de produit. Enfin, on va vraiment être très précis. Et donc, du coup, après, aller vers eux en leur disant, bon, bah voilà, nous, on vous propose de résoudre tel problème. Donc, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne et pour l'instant, ça va. Ouais, je pense que je peux ajouter aussi, quand je travaille avec un restaurant à Paris, et il a autre ami qui a un restaurant aussi. Et il a vu, j'ai fait un menu, etc., Ouais. visual flyer, branding. Il a demandé à lui de travailler avec qui, etc. Après, il a trouvé nous. Ouais, Oui, oui, we call it. oui, This is what I call like bouche à oreille. vous savez, ok. C'est exactement ce que décrit Gurkhan en fait. C'est quand les clients sont satisfaits du travail qu'on Ouais. fournit, ils en parlent autour d'eux et c'est comme ça que les gens viennent à nous. Et typiquement, là en fait, c'était drôle parce qu'on en parlait depuis un petit moment qu'on aimerait bien aussi faire de la vidéo de mariage et du coup travailler ensemble parce que la vidéo de mariage ça implique d'avoir 2 caméras. Donc moi je serai la 2e caméra et ça me botte pas mal parce que j'aime beaucoup ce que Gurkhan fait en niveau vidéo. Je trouve ça trop cool de travailler ensemble sur ces projets-là. Et donc on en parlait un petit peu qu'on aimerait bien faire une première vidéo de mariage. Et du coup, il faut trouver le premier client qui va te faire confiance quand tu n'as jamais fait de vidéo de mariage. Et par le bouche à oreille, en parlant autour de nous. Là, on a décroché notre première mission pour un mariage fin septembre. Et donc, du coup, c'est un couple avec qui on partage les mêmes valeurs. Elle est française, lui, il est américain. Ils ont un petit peu cette même histoire comme nous de couple étranger, franco-étranger. Et donc, du coup, on a bien accroché, on s'est rencontrés et ils nous font confiance pour faire leur vidéo de mariage. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de bouche à oreille. Souvent, on va parler de nos projets, on va pas hésiter à dire ce qu'on fait pour que les gens pensent à nous les jours où ils ont des besoins. Ok. Est-ce que nous sommes indépendants financièrement ou nous vivons sur nos économies? On a un peu de mal avec les économies parce que la première année, on a quand même pas mal investi pour le studio. On a fait beaucoup d'achats, beaucoup de dépenses. Moi, j'ai démissionné, donc je ne pouvais pas avoir Pôle emploi et j'ai pas pu avoir de rupture conventionnelle non plus. Donc en fait, ça met un bon coup de pied aux fesses pour se motiver. Je crois qu'au début, je me disais, je vais avoir besoin de Pôle emploi parce que sinon, je ne vais pas pouvoir me lancer correctement. Ça va être difficile les premiers mois. Mais je pense que la pression de justement de ne pas avoir le chômage et de se dire, là, ma grande, tu n'as pas le choix, il faut que tu gagnes ta vie parce qu'en plus, tu as un prêt d'étudiant remboursé, bah, c'est une bonne adrénaline. Ça stimule pas mal du coup pour vraiment bosser. Et Gurkhan, c'est pareil, il était en CDD, mais en CDD à mi-temps.
Du coup, il a pu avoir 4 mois de chômage. Donc, vraiment pas grand-chose. D'avril à avril, mai, juin, ouais. Bah, l'année dernière, un petit peu les premiers mois. Donc, c'était cool parce que ça faisait un petit complément. Mais il avait un truc dérisoire, c'était genre 299 € de chômage. Donc, c'était juste un petit plus et c'est ce qui a permis d'acheter Tartine. Mais en fait, non, on vit vraiment sur nos missions clients. Donc là, on met de l'argent de côté par rapport à nos missions clients, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu Et un d'aide. autre avantage, on habite ici, on ne paye pas le loyer, etc. C'est l'avantage aussi, tu vois. Pour commencer, on peut dire, qui veut commencer à travailler comme freelance. Ah oui, Ouais. oui, c'est vrai qu'un des gros avantages, du coup, nous, on a quitté notre appartement à Paris en avril, et même si on était encore sur la capitale, on commençait déjà à vivre dans le van. Donc, c'est assez atypique. On a vécu dans Tartine à Paris. Du coup, on s'est affranchi des 1 300 € de loyer par mois. Donc, même si les premiers mois, du coup, on tâtonnait un petit peu, on allait peut-être gagner que 1 500 €, on n'avait pas le loyer à payer. Donc, tout ça, c'était directement pour nous. Donc, c'est vrai que ça a été un vrai avantage, la vie en van pour ça. C'est que certes, pardon, certes, on a réduit nos revenus. Moi, pour être transparente par rapport à mon CDI, j'ai divisé mon salaire par 2. Mais par contre, notre niveau de vie aussi, il a été divisé par 2, voire par 3, puisqu'on n'a plus le loyer. Maintenant, on paye l'essence, la nourriture Yeah, to take a decision when et you un pay petit peu pour le beaucoup studio. Yeah. Ok. Combien est-ce que nous gagnons, dépensons par mois? Alors du coup, je sais que souvent, il y a beaucoup de spéculation un petit peu autour des chiffres. Donc, on s'est dit qu'on allait vous donner un petit peu des grandes échelles de combien on gagne et combien on dépense. Donc là, on a chacun notre statut d'auto-entrepreneur. Et selon les mois, selon le moment où on facture à nos clients, on est entre 1 500 et 2 500 € chacun, donc qu'on déclare. Donc ça varie d'un mois à l'autre. Et combien on dépense? Du coup, je crois que j'avais fait un petit calcul un peu pour avoir une grande idée. Ouais, donc on gagne, on va dire, à peu près 4 000 €. Alors ça, c'est notre chiffre d'affaires. Après, il y a les cotisations sociales, il y a tout ce qu'on dépense. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires du studio, c'est à peu près 4 000 € par mois. Et après, niveau dépenses, j'ai estimé à entre 2 000 et 2 500 €, notamment pour le studio. Donc on vous l'a dit, on travaille avec une autre freelance qui est à Strasbourg. Donc elle, on la paye 500 € par mois. Ensuite, cotisation sociale, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires, donc entre 150 et 250 € chacun. Matériel pour le studio que j'essaie vraiment de lisser sur l'année. Donc j'ai estimé à peu près à 200 € par mois par personne, puisqu'en fait, Gurkhan a changé de MacBook. On a dû acheter des micros, des objectifs. Enfin, il y en a dû quand même avoir un certain investissement pour faire de la vidéo professionnelle. On a changé de gimbal 2 fois cette année. Voilà, il y a eu quand même un investissement. Enfin, le côté studio de production en tant que tel. Alors, après, vous n'êtes pas tous destinés à créer un studio de production, mais le côté production, photo, vidéo, ça demande un investissement. Après, il y a d'autres métiers comme rédaction, graphisme, où là, il faut juste un ordinateur. Donc, ça peut paraître un petit peu élevé, mais c'est vraiment inhérent à notre activité. Après, on a un petit budget mensuel autour des outils. L'outil qu'on utilise pour notre site internet, pour les mailings, etc., ça nous coûte à peu près 30 € par mois. La formation, on paye 8 € par mois parce qu'on est abonné à Skillshare, qu'on adore. C'est des cours en fait à distance pour se former sur un tas de sujets différents. Donc ça nous coûte 8 € par mois. L'internet, j'en ai parlé, ça nous coûte à peu près 70-100 € par mois. La mutuelle, donc on a une mutuelle complémentaire qu'on paye 50 € par mois à 2. Donc ça, c'est un peu ce que je mets dans toute la partie studio. Et du coup, ça fait presque 1000-1200 € de dépenses par mois que pour le studio. Et ensuite, au niveau de vie quotidienne dans le van, on a estimé à 200 € d'essence, puisqu'en fait, on roule pas tant que ça. Nous, on est on prône pas mal le slow travel et c'est aussi lié à notre activité, puisque vu qu'on travaille sur les spots, si on bouge spot tous les 2-3 jours, on peut pas forcément profiter autant du spot que si on n'avait pas travaillé. Donc forcément, le fait de travailler quelques heures par jour, ça s'impose à nous de calmer un peu le rythme et de prendre notre temps, de rester plus longtemps à certains endroits. Donc du coup, de dépenser aussi moins d'essence. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, nourriture, ça varie un peu. On s'était dit à peu près 400 € par mois entre ce qu'on peut manger à l'extérieur par moment ou dans le van au niveau des courses. Et après, j'ai mis un peu livre, activité quand je regardais, mais ça varie beaucoup. Genre, c'est une trentaine d'euros parce que on n'achète pas de vêtements, quasiment. Enfin, les placards sont pleins, donc on n'a aucun intérêt à acheter autre chose. Moi, j'achète quelques livres quand même sur my Kindle, donc c'est un petit budget.
parfois des activités, des entrées par-ci par-là, mais moi j'ai la chance d'avoir 25 ans, donc souvent je ne paye pas les entrées dans certains lieux. Donc voilà, c'est à la marche par rapport à là où on se trouve, mais vraiment on dépense pas grand-chose parce qu'on on va faire du vélo, mais on a nos vélos avec nous, on va faire du surf, on a nos planches sur le toit, on va faire du skate, on va se balader, enfin on fait surtout beaucoup d'activités gratuites, donc on dépense pas beaucoup. Et après, un autre poste de dépense qu'on a, c'est moi j'ai un prêt étudiant, et à la base je m'étais dit je commencerai à voyager quand j'aurai fini de payer mon prêt étudiant. Ça va jusqu'en 2024. Je paye 400 € par mois jusqu'en 2024. Donc, autant dire que je suis bien contente de ne pas avoir attendu d'avoir fini de payer ça pour voyager. Mais du coup, je sais que tous les mois, minimum, il faut que je donne 400 € à la banque. C'est un peu comme un loyer. Donc, forcément, il faut qu'on puisse gagner notre vie, quoi. Voilà un petit peu pour les budgets. Après, voilà, c'est vraiment notre expérience personnelle. Peut-être que les dépenses vous paraissent assez élevées, mais en tout cas, c'est ce dont on a besoin de nous pour le studio. On met aussi pas mal d'argent de côté parce qu'on arrive à faire pas mal d'économies depuis qu'on s'est lancé. Nous, on a aussi fait le choix de ne pas faire de van conversion, d'acheter un van déjà tout fait, parce que le temps qu'on n'a pas mis à transformer un van, enfin à faire notre van, c'est du temps qu'on a pu investir pour développer le studio. Donc ça, c'était un choix aussi qu'on a fait l'année dernière. Aussi Tartine, pour vous donner un autre ordre de grandeur, on l'a payé 10 000 € et on a investi 2 000 € de réparation dedans. Après, on a acheté autre chose. Voilà, bon là on va encore continuer, on va la repeindre, on continue un petit peu, mais en tout cas tout ce temps, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent bien ce dont on parle. Finalement, on a acheté batterie gel, panneaux solaires, Oui. etc. Qu'est-ce qu'on avait vraiment besoin. Après, on a changé de bois, de table, etc. Ouais, mais du coup, on n'a pas passé beaucoup de temps dessus. L'urgence, ça a été d'installer l'électricité quand on l'a acheté. Mais c'est vrai que voilà, notre van, notre véhicule pour voyager, il nous a coûté, on va dire, 12 000 € en tout. Et on a emménagé dedans au bout de 3 semaines. Donc, c'est-à-dire que les mois de loyer parisiens qu'on a économisés et le temps qu'on a sauvé à ne pas passer ce temps à faire des travaux, du bricolage, même si on aurait adoré le faire, qu'on a passé à développer le studio, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une activité dont on vit. Mais ça a pris 6 à 8 mois avant d'être vraiment rentable et de se dire, voilà, on vit pleinement sur les routes, on a notre logo, notre site, notre portefeuille client, notre portfolio, etc. Donc, c'est un processus vraiment sur le long terme qu'il faut vraiment anticiper. C'est-à-dire que si c'est un truc qui vous botte, il faut y penser dès maintenant, parce que c'est pas une fois que vous avez fini de convertir votre van et que vous commencez votre voyage qu'il faut se dire ça y est, là j'ouvre mon ordinateur et ça y est, je vais être freelance sur les routes, les clients vont tomber du ciel et je vais gagner ma vie. Franchement, on insiste beaucoup. Nous, je pense qu'il faut bien 6 mois pour se lancer véritablement en s'investissant à temps plein. Ouais. T'en penses quoi? Oui, même chose. Allez, j'ai trop parlé, je te laisse la question suivante. Est-ce que le voyage joue un rôle dans notre travail, créativité ou autre? Oui, je pense que quand je travaille pour l'agence, etc., il y a beaucoup de stress. Je ne peux pas vraiment créer quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? Il y a toujours to-do list from the boss. Ouais. Oui. So, tu es bloqué petit peu. Mais quand on a commencé le voyage, je peux trouver le temps pour travailler pour myself, pour mon projet, pour les vidéos. Je peux apprendre encore vidéo, photographie, etc. Qu'est-ce que je veux vraiment apprendre? C'est vraiment très important, je pense. Et also, freedom, je pense, Liberté. gives us liberté. Après, vous pouvez vraiment créer quelque chose indépendant. Ouais, en fait, Gurkhan, ce qui est cool, c'est que tout ce temps qu'on passe pas à déjeuner à la cantine avec les collègues, à répondre à des mails qui servent à rien, à passer du temps en réunion, parce que moi, c'est ce que je faisais beaucoup, je passais énormément de temps en réunion, qui ne servent pas à grand-chose. En fait, tout ce temps qu'on économise, où on se concentre vraiment sur notre activité, c'est du temps qu'on a en plus pour nous, pour développer notre activité d'une certaine manière. Typiquement, moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans la photographie. Gurkhan, c'est la vidéo. Et donc, le temps qu'on a en voyage, qu'on utilise, c'est améliorer, tester de nouvelles choses en vidéo. Et c'est pour ça que Gurkhan a voulu lancer sa chaîne YouTube, c'est que du coup, ça lui laisse la liberté de créer des choses qui le font palpiter. Du coup, aussi tester des choses, c'était des nouvelles techniques, des nouvelles façons de filmer, des nouvelles façons de faire, comment tu t'appelles ça, l'étalonnage. Voilà, ça lui permet de tester des choses en vidéo pour après potentiellement l'appliquer aux clients. Puis ça permet aussi d'enrichir le portfolio. Et nous, pareil en photo, en fait, le fait de faire de la photo en voyage, de s'améliorer, ça permet après de le mettre un peu en œuvre pour les clients.
Donc, Mhm. c'est nos activités, elles nous plaisent beaucoup et donc ça ne nous dérange pas de continuer à le faire aussi en dehors du temps client. Et ça, je pense que c'est aussi important de réfléchir vraiment à une activité qui vous plaît. Ça peut paraître bateau, mais si vous choisissez une activité de freelance qui ne vous emballe pas du tout, vous n'allez pas avoir envie de vous investir, vous allez voir comme une corvée et vous allez avoir du mal à vous motiver à travailler chaque jour. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on travaille peut-être 4-5 heures par jour, on travaille quasiment tous les jours. Donc samedi, dimanche inclus, on essaie d'avoir à peu près le même rythme tous les jours. Et justement, le week-end, les clients ne nous sollicitent pas, donc c'est le moment où on est plus calme pour réfléchir à des choses de fond. On est moins dans l'engouement de la semaine qui passe super vite. Donc je pense que c'est hyper important de savoir ce que vous avez envie de faire comme activité pour tenir dans la durée. Sinon, vous allez vite vous lasser. Et après, il faut aussi se dire que ça ne correspond pas à tout le monde. Donc nous, on voit aussi d'autres rythmes de voyage, des gens qui vont travailler 6 mois, qui vont voyager 6 mois. Je pense que ça a aussi ses avantages. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est penser long terme. Donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, on voyage, on vit en van, mais on ne voulait pas, entre guillemets, mettre en pause notre carrière. Et donc, du coup, ça nous donne vraiment l'équilibre pour continuer à développer, à apprendre. Que si dans 30 ans, on a envie de se poser et être plus sédentaire, on a une activité qui fonctionne, on a les moyens de s'acheter un terrain, on a les moyens de construire un habitat ou autre. Ouais. Je pense que première 5 mois, quand je suis venu en France, j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Je travaille pour l'agence à Istanbul, je travaille freelance, je travaille au restaurant et il était cours de français aussi. Et premiers 5 mois, j'ai rien appris. C'est juste répéter qu'est-ce que je sais. C'était toujours bloqué. C'est toujours juste travailler et répétition tous les jours. 5 mois, c'est Répétition. répétition. Ouais. Répétition, ouais. C'est important pour nous. On a le temps. Je peux regarder des tutoriels vidéo, YouTube, Skillshare. C'est vraiment important. Ouais. Alors, question. Comment gérons-nous l'équilibre vie pro, vie perso? So, the work-life balance. Ouais. On a créé deux comptes différents. Instagram, par exemple, Van Gozen Studio. C'était pour partager. Qu'est-ce que tu as dit? Première chose. Il était avant, on Van Gozen Studio, mais après, on a décidé de séparer de professional life and personal life. C'était première, I think, step pour nous. Après, on se met moins de barrières. En fait, surtout, c'est moi qui va gérer pour les clients français. Et là, je pense qu'on a à peu près 60% de clients français et 40% de clients étrangers. Donc, toute la partie relation client français, c'est moi qui la gère puisque je suis la francophone du couple et c'est moi qui vais répondre aux emails, aux sollicitations, envoyer les livrables, prendre les retours, en parler avec Durkan. Et c'est vrai que moi, dans mon boulot de consultant, on pouvait m'envoyer des mails le dimanche. Enfin, j'étais un peu sollicitée à n'importe quel moment et ça m'irritait énormément parce que pour moi, j'avais pas envie de lire les mails le dimanche. Et le lundi matin, on venait me voir en mode est-ce que tu as lu le mail qui est arrivé dimanche soir à 20h30? Comme si j'avais que ça à faire de lire mes mails pro le dimanche. Là, c'est un peu différent parce que vu que c'est notre propre business et que c'est notre bébé, j'avoue que la barrière vie pro, vie perso, elle est un peu plus floue. C'est-à-dire que si on reçoit un message d'un client et qu'on a envie de répondre le samedi matin à 11h, on répondra samedi matin à 11h. Ou alors, ce qu'on va faire parfois, c'est que ça va nous arriver de travailler tard le soir pour avoir notre journée libre le lendemain, mais on va préparer nos mails à l'avance. Donc, sur Gmail, tu peux sauvegarder tes mails et les planifier. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais abattre peut-être plein de mails le dimanche soir pour qu'ils partent le lundi matin entre 7h et 9h. Comme ça, tu donnes l'impression de travailler le lundi matin très tôt, alors qu'en fait, tu as tout fait le dimanche et que le lundi matin, tu es déjà à l'eau ou en train de te balader sur la plage. Donc, c'est vrai qu'on s'organise, mais c'est clair que la frontière vie pro-vie perso, elle est beaucoup plus floue, puisque on travaille un petit peu dès qu'on peut. Voilà, c'est parfois on travaille, on va aller se balader, puis après on va retravailler. Donc il n'y a pas trop cette vie de bureau bien calée, bien rangée, où tu te dis bon là c'est bon, j'ai fait mon 9h-17h, après je pars. Pareil, le concept de congé payé, il n'existe pas trop. Alors je sais qu'il y en a qui pensent qu'on est en vacances toute l'année parce qu'on vit en van, mais c'est pas que des vacances. Justement, on doit aussi gagner notre vie, mais du coup le concept de congé payé, il n'existe pas du tout. Donc nous, quand on prend des vacances, c'est de se dire là pendant 3 jours on travaille pas. On en parle à Charlotte du coup qui travaille avec nous, c'est elle qui va répondre à toutes les sollicitations. Et nous, on est off pendant 3 jours, donc on va partir en trek. C'est ce qu'on faisait l'été dernier, on laissait le van et on partait pendant 3 jours en trek à la montagne. On passait 2 nuits complètement déconnectés. Et là, vraiment, on regardait pas nos mails, on regardait pas les réseaux sociaux, on faisait rien pendant 2 jours parce que de toute façon, on était dans la montagne, on n'avait pas accès à tout ça. Mais c'est sûr que voilà, nous, ça nous dérange pas. Mais on a fait attention parce que c'est vrai que par un moment, ça nous arrivait
dès le matin, au petit-déj, de commencer à parler d'un retour, d'un mail, parfois qu'ils avaient agacé, ou d'un retour positif. Et ça pouvait prendre beaucoup de place. Donc maintenant, avec Gurkhan, on se dit, bon, on ne va pas parler que de ça le soir. On note tout dans Todoist et on en parle le lendemain matin quand on est en train de travailler. Mais au début, c'est vrai que ça a été un peu plus fébrile pour trouver notre équilibre. On pourrait se réveiller là, à 23h en disant « Ah, j'ai pas envoyé le devis à machin !» C'est pas grave. Monsieur Dudu, généralement, le client peut écrire Saturday night, quoi. Donc, Ouais, ça nous est arrivé, les clients qui quand disent tu « Oui, j'ai un travailles problème sur mon freelance, site le samedi soir à 20h et toi, tu es là en train de prendre ton apéro. Bon, bah, est-ce que je me connecte pour débugger son truc ou pas ? Bon, bah allez, je me connecte, je débug, le client appréciera, et ça m'a pris 15 minutes. Mais bon, j'ai quand même travaillé pendant mon apéro à un c'est moment. là qui est important. Mon client a écrit à WhatsApp, je peux regarder. Ouais. C'est là qui est important. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut en être conscient. On va pas vous mentir là-dessus. L'équilibre vie pro vie perso, il est un peu mis à mal. Et forcément, si tu veux que ton activité elle dure et vraiment gagner ta vie sur les routes, bah, il va falloir avoir des moments où tu vas peut-être renoncer à certaines choses parce qu'il va falloir travailler. Je pense Ah oui, pardon. Du coup, dernière question, enfin, si c'est une question, nos conseils pour ceux qui rêvent de se lancer. C'est quoi tes conseils, Gurkhan ? Tu peux l'expliquer. Tu peux commencer. Ouais, alors attends, je vais partager. Hop. Alors, j'espère qu'on voit l'écran. On fait des petites manips. Sinon, PF va nous dire que si ça marche pas. Il peut pas voir ça, peut-être. Parfait, on voit tout. Et tu vois les écrans sur le côté ou tu vois notre plein écran ? Je vois votre plein écran. Ok, c'est bon, non, il ne voit pas ça. Bizarre. Du coup, pour se lancer, en fait, ce qu'on a décidé de faire, en plus du studio, on est vraiment dans la création de contenu, vidéo, photo, rédaction, graphisme pour les clients. C'est vraiment de lancer un peu une nouvelle activité sur Slow Studio. On va essayer d'accompagner maintenant un maximum de personnes comme vous et nous qui ont envie de travailler sur les routes. Et donc, du coup, on a mis en place un petit e-book gratuit qui est téléchargeable sur notre site. Donc, c'est vraiment comme un petit peu un cahier pour se lancer. Donc, il y a des espaces pour écrire, pour répondre à vos interrogations. Et donc, on donne vraiment 4 grandes étapes, selon nous, pour vraiment se lancer. La première étant de bien définir ce que vous voulez faire. Même si vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez réajuster en cours de route, vous pouvez changer d'activité. Mais du coup, au début, voilà, de se donner un peu le droit de rêver et de se dire, bon, moi, mon activité, c'est ça. J'ai envie de travailler pour ça, j'ai envie de travailler pour tel type de client. Et du coup, après, se donner les moyens de le mettre en œuvre. Donc, on a toute une première partie sur un petit peu ma stratégie, c'est quoi, avec qui j'ai envie de travailler, à quel problème je vais répondre, comment j'ai envie de le faire, c'est quoi mon client idéal, quelles sont mes compétences, sur quoi je dois me former. Du coup, voilà, être un petit peu réflexif sur où est-ce que vous en êtes à un instant T, parce que on ne part pas tous du même point de départ, si je puis dire. Voilà, Gurkhan, typiquement, il n'était pas du tout junior dans son job, donc ça nous a pas mal aidé pour commencer à se lancer. Moi, j'étais beaucoup plus junior, notamment sur des métiers de rédaction web. Donc, c'est vraiment, voilà, au début, se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de travailler. Ensuite, on a toute une deuxième partie qui va être plutôt tout ce qu'il faut faire au début pour se lancer. Et en fait, tout ça, c'est des activités où vous n'allez pas être rémunéré. Quand vous allez créer votre site web, quand vous allez créer votre identité graphique, quand vous allez créer du contenu sur vos réseaux sociaux, tout le lancement, et même après, puisqu'après ça continue, toute la création de contenu, c'est des activités pour lesquelles vous n'êtes pas rémunéré. Et du coup, ça rejoint un autre point qui est comment je me vends aux clients et comment je gagne ma vie. Il faut savoir que nous, on vend des jours, donc on appelle ça un taux journalier moyen. Donc, c'est votre prix par jour à votre client que vous allez le facturer. Donc, par exemple, si on vend 4 jours pour 1 000 €, ça ne veut pas dire que tous les jours, on gagne 250 €. Ça veut dire qu'on a peut-être vendu que 15 jours sur 30 dans le mois. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que notre taux journalier moyen, ça couvre finalement tout notre mois, dont nos fameux congés payés qui n'existent pas. Donc, c'est nos revenus sur ce mois complet, mais sur ce mois complet, on aura réalisé des activités pour lesquelles on était rémunéré, des activités pour lesquelles on n'était pas rémunéré. Si je prends l'exemple du e-book, moi, j'ai fait toute la rédaction, Gurkhan, il a fait toute la mise en page et toutes les illustrations. Ça nous a pris 2 semaines, je pense, en travaillant un petit peu tous les jours dessus. C'est une activité pour laquelle on n'a pas été rémunéré. On a créé cette ressource, on l'a mise en ligne sur le site. Et donc, du coup, c'est important pour nous d'avoir à côté nos missions clients pour continuer justement à gagner de l'argent pendant qu'on travaille sur ce type de projet. Donc ça, c'est vraiment une des craintes des gens qui débutent en freelance, c'est qu'ils ont un peu peur de se vendre parce qu'on a tendance à faire la comparaison avec le salariat. Mais du coup, la comparaison n'a pas lieu d'être parce que là, vous vendez une expertise, vous vendez un service et c'est votre chiffre d'affaires. Et après, votre revenu net
après cotisation sociale à l'URSSAF et après impôt, il est bien moindre. Donc j'ai envie de dire, au début, il ne faut vraiment pas avoir peur, entre guillemets, de se vendre, même si tout de suite, soit ça peut être excitant, soit ça peut faire un peu peur d'envoyer un devis, je ne sais pas, de 2 700 €. Mais après, voilà, quand on enlève toutes tes charges et tous tes frais, il te reste souvent à peine plus que la moitié. Mais et on n'a pas mentionné also qu'est-ce qu'on a acheté, comment on a acheté, second-hand, etc. Ouais. On peut parler pour ça peut-être aussi. Ouais, alors je finis sur l'e-book et on pourra en Ouais, parler à la fin. Du coup, troisième partie de l'e-book, on explique un petit peu comment pérenniser votre activité et surtout comment tenir sur la durée, parce qu'au début, on se lance, on est tout excité, et puis après, on se prend les premiers noms, on se prend les premiers clients compliqués à gérer. Enfin, il peut y avoir des moments un petit peu difficiles, donc du coup, c'est vraiment comment je rebondis, comment je comprends que quand on me dit non, on me dit pas forcément non à moi, c'est pas un rejet de mon activité en tant que telle. Donc c'est voilà, comment un petit peu gérer tout ça, comment rester motivé. On explique voilà, un petit peu comment tenir sur la durée et pérenniser son activité. Et à la fin, c'est plutôt les conseils axés, du coup, comment je travaille depuis mon van, comment je m'organise, comment justement je ralentis le rythme, l'internet, l'électricité, comment tout cela fonctionne. Et donc du coup, le point que me soulevait Gurkhan, c'est que nous, typiquement, quand on facture une prestation, on facture aussi un coût de matériel pour la photo et la vidéo, puisqu'en fait, parfois, il y en a qui vont dire: «Oui, la vidéo, c'est facile, tu prends la caméra, tu appuies sur record et c'est parti». C'est pas ça du tout, et en fait, le matériel, il s'use dans la durée, et donc c'est important aussi que ces coûts de matériel, donc typiquement, nos ordinateurs et cetera, nous, on récupère pas la TVA dessus parce qu'on n'est pas une entreprise, on est auto-entrepreneur. Donc c'est important aussi de faire supporter ces coûts de matériel aux clients pour lesquels on réalise la prestation, parce qu'après, nous, il faut qu'on rachète des objectifs, il faut qu'on achète des disques durs, il faut qu'on achète des micros, des cartes SD. Tout ça, ça a quand même un coût. Donc il faut le penser aussi quand vous facturez une prestation, d'embarquer les coûts pour lesquels vous investissez dans votre entreprise. Ouais. Et après, nous, un conseil pour tout ce qui est matériel, parce que ça pose aussi la question de la sécurité. Nous, on a installé un coffre-fort dans le van pour ranger ordinateur, appareil photo, drone, objectif, enfin voilà, tout le matériel du studio. On a installé aussi un tracker GPS pour pouvoir suivre où est notre van si jamais on se le fait braquer. Et on a installé une alarme aussi pour dissuader un petit peu. Et je peux vous dire qu'on est bien content d'avoir mis tout ça, parce que l'été dernier, quand on était à Saint-Sébastien en Espagne, on s'est fait braquer pendant qu'on était en train de surfer, donc on n'avait rien avec nous, même pas les téléphones, juste la clé pour récupérer le van en revenant. Et du coup, il n'y avait que la gimbal qui ne rentre pas dans le coffre-fort, mais ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils l'ont laissé. Et ils ont pris mon ordinateur pro à l'époque, puisqu'on était au mois d'août et que moi j'ai démissionné qu'en septembre. Donc j'avais mon ordinateur professionnel de mon entreprise, et ils ont volé que ça. On a pu le récupérer par la suite à Saint-Jean-de-Luz, une famille française qui nous l'a ramené. Enfin, histoire à dormir debout. Mais en tout cas, si ce n'est que quelqu'un est rentré dans le van par effraction, a retourné toutes nos affaires, et le coffre-fort nous a permis de garder tout notre matériel pour lequel on avait quand même investi pas mal Mon d'argent. ordinateur, mais il est toujours avec moi. Ah oui, parce que 15. Gurkhan par la suite a acheté un ordinateur plus grand qui ne rentre pas dans le coffre-fort. Ouais, mais quand je travaillais, c'est mieux pour la vidéo et de la Voilà. cuisine. Et après, le matériel, c'est ça que tu voulais expliquer? C'est un peu en lien avec le zéro déchet, du coup? Oui, généralement, on a acheté beaucoup de choses second-hand à la Bancoa. Tu as acheté dernier objectif Back Market. Ouais, Back Market et Le Bon Coin. En fait, ouais, on a acheté très peu de neuf. On n'a rien acheté de neuf d'ailleurs. Oui, mon ordinateur, la Bancoa, mon trois objectifs, la Bancoa, Mon ton boîtier, dernier boîtier, la Bancoa. l'iPad Le Bon Coin. Juste, par exemple, cette microphone, on n'a pas trouvé. J'ai cherché 2 mois, par exemple. J'ai pas acheté direct. J'ai attendu 2-3 mois. On n'a pas trouvé. Acheté, on a acheté. Mais c'est Ouais. parce qu'on a besoin. Mais de première chose, on attend, on fait des listes. Qu'est-ce qu'on a besoin? On attend petit peu, on cherche 1 mois, 2 mois. Ça dépend de si on a besoin. Emergency. C'est après, on a changé. Pour mon ordinateur, je pense que j'ai attendu 4 ou 5 mois pour trouver bien offre. Ouais, en fait, ça rejoint un petit peu la partie zéro déchet de ce matin. On n'en a pas parlé du volet numérique, mais on est bien conscient que notre activité pollue énormément. Enfin, tout ce qui est vidéo, photo, production de matériel électronique, iPhone, etc. Enfin, c'est un gros poste de dépenses. Et aussi le fait qu'en van, à n'importe quel moment, on peut tout se faire voler.
Donc, du coup, nous, on a vraiment pris le parti de ne pas acheter de neuf. On paye 2 à 3 fois moins cher à chaque fois en achetant d'occasion. Donc, principalement sur le Bon Coin ou sur Back Market. Et donc, du coup, là, dernièrement, à part le boîtier de Gurkhan qu'on a acheté neuf, tous les Oui, parce que c'est investissements qu'on a fait pour le studio, last version, on n'a voilà. pas trouvé. Je cherche, mais je n'ai pas trouvé. Mais même tout, hein, vraiment tout ce qui est clavier, Keyboard, etc. souris, toutes les choses. Voilà, on a ça acheté aussi. tout d'occasion. Oui, ton tablette aussi. Mon premier ordinateur, MacBook, j'ai acheté au Mexique il y a 4 ans, je pense. Oui. Ouais. J'ai acheté au Mexique et j'ai trouvé second-hand au Mexique aussi. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Quelque chose à ajouter, Monsieur Gurkhan? I think on a bien. On peut parler encore, je pense. Je crois qu'on a fini, mais ça a dû soulever beaucoup de J'ai questions parce qu'on a balancé pas mal d'idées, de choses. Donc voilà, on est prêt à rejoindre toute la team pour répondre aux questions. Mais super. Merci à vous pour cette conférence. C'était très cool, complet. Il y a pas mal de questions, oui. Je pense que Caro et Fred, vous avez Il y noté. a pas mal de questions et vous avez répondu au fur et à mesure. Ah, il bon, m'en reste. Mais il en reste on n'a quand pas même regardé quelques-unes. pourtant. Alors allez, Caro et Fred, je vous en prie. Posez vos questions. Je pense il y a pas mal de questions qui reviennent autour de votre statut pro en fait. Donc je vais vous dire les questions qui sont tombées, qui ont été Ouais, posées, puis je vais vous laisser y répondre peut-être plus globalement parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se recouper. Donc ça en marche. gros, alors il y a une question, c'était freelance, vous parlez du statut d'auto-entrepreneur ou c'est différent? Il y a quelqu'un qui demande carrément de parler de vos statuts. Et l'autre question, c'était réfléchissez-vous à changer de statut car il y a pas mal de taxes en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Je pense qu'il y en a. La première question, c'est je ne vois pas la différence entre freelance et auto-entrepreneur. Ok, alors je vais expliquer. Freelance, c'est la façon de décrire l'activité, une activité de service de travailleur indépendant, mais le mot freelance en tant que tel, il n'a aucune valeur juridique en France. D'ailleurs, c'est un mot anglo-saxon, donc ça ne veut entre guillemets rien dire en France. C'est juste pour décrire une activité de service qui est exercée par un travailleur indépendant. Après, d'un point de vue juridique, on est sous statut auto-entrepreneur, donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Mais après, il y a 3 types d'auto-entrepreneurs. Ça veut dire qu'on peut faire une activité de prestation, donc de service comme nous, alors une activité commerciale. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça régit les montants maximum pour lesquels on peut percevoir de l'argent. Donc nous, typiquement, dans le service, on est limité aux environs 32 000 euros bruts par an. Enfin, le brut égale le net parce qu'on n'a pas de TVA. Et une activité commerciale, si je ne dis pas de bêtises, on est autour des 80 000 ou 82 000 euros. Donc, par exemple, quelqu'un qui, je donne l'exemple, je pense à Pauline de Yoga Van Life, qui, elle, fait des macramés sur la route. Elle vend un produit, donc elle a une activité commerciale, donc elle est limitée à 80 et quelques mille euros par an. Nous, on vend une prestation de service, donc on est limité à 32 000 euros par an. Donc oui, pour l'instant, on a chacun un statut d'auto-entrepreneur. Voilà, on se sépare un petit peu les missions et on est limité à 32 000 euros par personne par an. Donc, si vous arrivez de dépasser ce chiffre d'affaires, on va sur quel statut alors? On serait très heureux déjà. Non, en fait, oui, c'est sûr qu'on surveille. On aimerait bien. Après, il y a plusieurs statuts possibles. On peut passer en SARL, on peut passer en SA, en société anonyme. Donc après, on rentre dans des structures de société en tant que telles, avec des frais plus importants, des obligations juridiques plus importantes aussi. Okay. Pour l'instant, ce n'est pas notre cas. Gurkhan, il s'en approche, lui, plus proche que moi. Pour l'instant, je pense qu'il s'en approche à 90%. Et donc, du coup, s'il faut, c'est moi qui facture. Enfin, voilà, on joue. Okay. On alterne qui facture justement parce qu'on n'est pas. Lui, il a commencé en mars, donc son année, elle va de mars à mars. Moi, elle va de septembre à septembre. Donc, c'est plus facile de se dire tu factures, je facture. On est en couple, donc ça ne nous pose aucun problème. Mais oui, par contre, si le studio venait à se développer et à prendre plus d'ampleur, c'est vrai qu'on a réfléchi à passer en société anonyme, comme on a un de nos amis qui l'a fait. Mais après, voilà, il y a des obligations comptables, de publication, etc. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Pour l'instant, ce n'est pas notre cas. On pense que si on arrivait à gagner à chacun nos fameux 32 000 euros par an, on serait très bien. Et c'est ce qui nous suffit aussi pour vivre sur les routes. Donc, on n'a pas d'ambition non plus de travailler plus. Parce qu'après, si on travaille plus, on va perdre notre précieux temps sur les routes. Donc, pour l'instant, on se dit aussi que c'est cool de se fixer comme limite. On gagne tant par an et on n'essaie pas non plus de devenir une machine de guerre et devenir un studio international avec 50 personnes qui travaillent pour nous. C'est pas l'ambition. Ok. Pour rebondir là-dessus, pour les prestations de services, le monde de Tikal nous dit qu'on peut aller jusqu'à 70 000 euros maintenant. Ça a changé les montants. Ah bah cool. Ah oui.
bien de préciser aussi ce qu'il a dit, Maxime. Ah, et Tu Maxime, payes des charges que si tu fais du chiffre d'affaires. et Maxime aussi a ajouté qu'on paye des charges que si on fait du chiffre d'affaires. Oui, parce que si tu déclares 0, tu payes 0. Ça, tu payes Ouais, le c'est ça. pourcentage de ce que tu gagnes. Alors après, nous, on n'est pas les experts. Hein. Je n'ai pas envie d'induire quiconque en erreur. Donc, il y a des Ouais. sites qui s'appellent ursaf.fr, autoentrepreneur.ursaf.fr, qui expliquent très bien tout ça. C'est vrai. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit d'un point de vue juridique. Nous, on se dédouane d'aucun engagement. Non, vous pouvez parler de votre Ouais, cas, donc, mais pour voilà. le reste, Mais franchement, faites vos recherches, vérifiez par vous-même. Voilà. Il y a un petit peu Il de peut tout, ouais. changer de demande. En plus, ça change tout le temps. Enfin, entre les réductions, là, je sais plus tout ce qui est acre, là, les 5%, 7%, Ouais. 10%, ça change tout le temps. Est-ce qu'il faut demander l'acre? Est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'il la supprime? Ça bouge tout le temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est renseignez-vous sur les sites officiels et qu'il ne faut pas payer pour devenir auto-entrepreneur. Il y a plein de sites payants un peu farfelus qui vous proposent de payer pour vous accompagner. Vous n'en avez pas besoin. Ça se fait en 0 ligne. euros. C'est super simple. 0 €, ne payez pas pour ça. ok, bon conseil. Et il y a une autre question, c'est qu'est-ce que vous faites justement par rapport à votre adresse postale, vous, pour juste tout ce qui concerne aussi vos papiers Papa, maman. Ouais. On a fait comme tout le monde. On réfléchit peut-être à se domicilier différemment parce qu'en fait, mes parents nous expliquaient que ça a un impact sur leurs impôts, etc. Donc, ça va être l'année, là, on va réfléchir à faire ça différemment. Pour l'instant, oui, ça a eu un impact sur leurs impôts parce que ça fait plus de parts familiales au Ouais. domicile. Donc, du coup, on leur reverse une partie de ce qu'ils n'auraient pas payé si on n'avait pas été là. C'est l'arrangement qu'on a trouvé. Sur le long terme, on va voir, peut-être qu'on va essayer de faire un peu comme Philippe, de voyage-voyage, de se faire domicilier. Pour l'instant, c'est vrai que nous, on n'était pas dans une optique de flamber en achetant plein d'outils payants, en achetant plein de services dans tous les sens. On essaie vraiment de réduire un minimum les coûts. Donc voilà, papa, maman, si vous passez par là, c'est très sympathique. Les miens, du coup, parce que les sont à Istanbul. Merci pour l'adresse en Lorraine. Pour l'instant, voilà, on fait comme ça, mais je pense que dans l'avenir, ouais, on sera amené à faire évoluer. Mais c'est encore un peu tout frais, en fait, pour nous aussi. Ok. Alors là, après, on va partir. Il y a des questions sur vos outils, on va dire, sur votre connexion Internet. Par rapport aux opérateurs, il y en a qui posaient la question si vous utilisiez Free ou si vous passiez par un autre opérateur. Alors, je suis passée chez Free là, il y a très récemment, parce qu'on pensait partir au Maroc après le Van Life Fest. Yeah. Donc, Ouais. on s'est dit qu'il nous fallait de la data à l'étranger. Ouais. Finalement, on part pas au Maroc parce qu'on va faire WeVan Drive Adventure, donc on va repasser en France. Donc, Durkan est chez Soch, c'est la version cheap d'Orange. Donc, Soch avec une option supplémentaire. Donc, pour avoir ses 100 JO. Moi, je suis chez Free avec 100 JO, mais qui ressemble à 5 parce que ça marche jamais. Surtout là, en Bretagne, c'est pourri. C'est compliqué. Et on a une troisième carte chez Énergie Mobile. Du coup, qui, sur les bons conseils aussi de Philippe, qui capte tous les réseaux. Donc, qui peut prendre de la data chez SFR, chez Orange ou chez Bouygues pour avoir une bonne couverture. Donc, pour l'instant, on a une troisième carte. Comme fait Free à l'étranger, quoi. Allez, Free marche très bien à l'étranger, mais pas en France. C'est ça. Donc, moi, je vais garder ma Free parce que voilà, j'ai pas envie de rechanger, mais je pense qu'on va peut-être voir pour remettre une antenne 4G, pas un modem cette fois, et avoir une quatrième carte. Mais moi, je vais garder Free pour les moments où on ira à l'étranger. Ok. On nous a demandé aussi sur quelle plateforme vous créez vos sites internet et s'il y en a certaines que vous conseillez plus que d'autres et inversement, quoi. Alors là, on va peut-être en faire criser certains. Nous, on n'est pas des grands fans de WordPress. Voilà, on trouve ça trop relou, trop compliqué, trop chiant quand on invente. Bouge-toi les oreilles, Luce. Non, mais on n'aime pas WordPress parce que Durkan avait fait notre premier site sur WordPress et moi, j'aime pas. Je trouve que cette plateforme, elle n'est pas intuitive, elle est chiante à utiliser. Voilà, c'est un avis très personnel. Mais nous, notre nouveau site, on l'a fait sur Squarespace. Qui coûte bien plus cher par contre. Nous, on paye 30 € par mois pour le site, donc c'est un coût. Mais voilà, moi j'aime beaucoup plus l'ergonomie, le suivi, des statistiques, etc. La façon dont on crée le site. Et pour les sites clients, typiquement, moi j'ai fait le e-shop d'Espirale d'Élise. Et pareil, je l'ai fait sur Squarespace, donc pour un e-shop en ligne où on vend des produits, etc. Donc nous, on est des fans de Squarespace, on n'est pas payé pour vous dire ça, mais on aime beaucoup cette plateforme. Et ça, après, je pense que c'est pareil, c'est personnel, tu vois. Après, si tu connais WordPress, tu peux aller sur WordPress. Hein. Mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui débute et qui veut faire son site pour la première fois, moi, je me perdrai pas de temps
à utiliser WordPress parce que la montée en compétence et la prise en main de WordPress est très compliquée. Dès que tu veux faire des mises à jour, dès que tu veux changer le moindre truc, si tu as externalisé, il faut que tu demandes à la personne, donc tu vas payer pour qu'elle te fasse la mise à jour. Ou alors, si tu dois le faire toi-même, tu peux rapidement perdre une journée à faire ça, alors que ça t'aurait pris moins de temps par ailleurs. Après, Durkheim connaissait WordPress. Moi, je me suis formée à Squarespace, donc c'est vrai que je préfère Squarespace, mais c'est très personnel comme ressenti. Côté personnalisation, tu peux aller aussi beaucoup plus loin sur WordPress si tu sais un petit peu coder. Il y a aussi un peu de CSS sur Squarespace. On a fait deux, trois balises, mais c'est du code très simple qu'on peut trouver en ligne. Donc voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais site. Non, voilà, on préfère Squarespace pour l'instant. Ouais, c'est ce que dit Lucie, le WordPress c'est plus un niveau expert quand on s'y connaît un minimum C'est quand plus même. compliqué, on peut dire. Il faut comprendre vraiment la logique de structuration d'un site avec le code, etc. Surtout si tu veux mettre un Shopify, un WooCommerce. Donc ça se fait, hein. C'est juste qu'après, c'est ce que tu as envie de passer autant de temps là-dessus, là où tu pourrais passer ton temps ailleurs. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel juste sur les applications que vous utilisez pour vous organiser, qui aident à votre organisation Oui. Alors, est-ce qu'on vous les note en même temps ou... Ouais, c'est possible. Alors, il y a, je récapitule, donc on a Todoist. C'est l'application pour gérer nos to-do. On peut mettre des commentaires, on peut mettre des tâches, des sous-tâches, des échéances et assigner les tâches à quelqu'un. Ok. Donc, Durkheim a écrit en même temps. Ah non, t'as envoyé un message privé au French Chris. Puis le Super. French Chris. Super. C'est entre nous, ok. Je veux juste partager avec vous. Il est ravi, tu sais. Le Sénégal, il a rien demandé, le pot. Non, c'est pas comme ça. Todoist. T'as oublié le O. Todoist. Voilà. Donc ça, c'est le premier. C'est pour les to-do. Ça envoie des rappels. Enfin voilà, pour nous, c'est magique. On adore ça. Le deuxième, c'est Trello. Le deuxième, c'est Trello. Donc Trello, on s'en sert pour gérer toute notre relation client. Donc en fait, c'est des colonnes comme ça. Et ça te dit, là, pour tel client, tu attends le paiement. Là, pour tel client, tu dois remettre ça. Là, pour tel client, tu l'as relancé, mais tu n'as jamais répondu. Tel prospect, il est potentiellement chaud. Tel prospect, il t'a dit no go, il ne lui réécrit pas avant 20 jours. Et donc, du coup, on a une vision d'ensemble de nos clients. Ouais. Luce nous a fait connaître. Et c'est vraiment pas mal. C'est cool. En plus, tu as des petits reminders et tout, donc c'est top. Ah oui, on a organisé le Van Life Fest grâce à Trello, donc c'est vrai. Ouais. Donc, non, Trello, c'est top. Et pareil, c'est gratuit. Ensuite, l'application qu'on vous a montrée avec le timer, ça s'appelle Bifocus. Il y en existe plein d'autres. Hein. Nous, c'est celle qu'on utilise. Mais arrête, Durkheim, il met la pression, il écrit déjà l'outil suivant. Du coup, Bifocus, c'est vraiment juste cette méthode où on s'est dit, on a bien travaillé 25 minutes, faire 5 minutes de pause. Tu peux régler ton temps. Donc, si toi, tu as envie de travailler 50 minutes et faire 10 minutes de pause, ça marche aussi. Mais on aime bien parce que ça nous donne vraiment un petit rythme dans la journée. Et franchement, tester, ça fait une grosse différence. Plutôt que de s'arracher les cheveux, de rester 3 heures derrière un truc et de bloquer, et de regarder les réseaux et machin. Non, Bifocus. Ah, Trello est utilisé aussi par les copains de MyShop Solaire. MyShop. Bon, bah voilà. Certifié MyShop et Van Migrant. Super. Et le dernier, vas-y, envoie ton... Il était prêt. Il était prêt. Le dernier, c'est Slack. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est un outil de communication. Bon, des tickets aussi pour Trello. Voilà, donc Slack avec différentes channels. Du coup, donc nous, on a des chaînes avec nos clients, on a nos chaînes perso entre nous pour s'écrire sur les projets. Et en fait, ce qui est trop cool avec Slack, parce qu'on utilise aussi toute la suite Google, c'est que c'est connecté à Gmail, à Google Calendar. Et donc, du coup, ça te envoie aussi tes reminders, genre rendez-vous visio avec un tel commence dans 15 minutes. Donc, les reminders que tu t'es mis, pardon, les rappels que tu t'es mis sur Google Calendar, et ben, si tu as mis rappelez-moi à 15 minutes avant le début de la réunion, Slack va t'envoyer une notification en disant dans 15 minutes, ta visio avec un tel commence. Et d'ailleurs, on a une question par rapport à Slack. Il y en a qui nous ont demandé, vous utilisez la version gratuite. Est-ce que c'est pas trop embêtant sans avoir accès à l'historique? Non. Voilà. Parce que les documents, en fait, tu as quand même accès à l'historique des téléchargements et des documents envoyés. Et c'est surtout vers ça que nous, on revient le plus souvent. Et après, souvent, moi, je ne m'amuse pas à relire mes conversations avec mes clients à mes heures perdues. Ça va, je m'en passe pas bien. le temps. Alors ensuite, je crois que ça va être des questions plus sur votre vie. pas trop intime. On nous a demandé comment faites-vous pour vos rendez-vous sur Paris, si vous êtes hébergé ou si vous y allez aussi avec le van. Là, en fait, c'était particulier parce qu'on a dû rester sur Paris jusqu'à fin mars pour que monsieur obtienne son B1
enfin son niveau de français pour préparer son renouvellement de carte de séjour qui arrive en septembre. Ah Donc on était un peu coincé de rester sur Paris. Donc en fait, on en a tiré vraiment profit pour faire un maximum de rendez-vous clients, aller démarcher un peu sur place en prenant des photos, des machins. Mais par contre, non, nous on restait dans Tartines. Il y a un spot Park Fortnite. Maintenant qu'on n'y est plus, on peut le partager à tout le monde. Non, parce qu'on voulait pas se faire cambrer les tartines non plus en disant à tout le monde sur les réseaux, on est là, venez nous voir, on est exactement à tel endroit. Ouais, On on a essaie plein d'être d'infos. assez discret, mais après, il y en a pas mal qui sont venus nous voir sur le spot, donc qui connaissent. Coucou Mamie Grata. Et du coup, le spot, c'est Château de Vincennes, donc c'est au bout de la ligne 1, donc trop bien placé dans Paris, à 10 minutes du métro. Ligne Ligne 1, donc c'est le top, ça t'emmène partout. Et donc, on pouvait dormir dans Tartines. On pouvait dormir dans Tartine et aller faire notre vie des freelances. Donc nous, on aimait bien aller dans des coworking. Donc on a travaillé chez WeWork, différents cafés, ou alors parfois on s'est travaillé chez nos clients aussi pour l'électricité, pour l'internet. Oh, on a oublié de dire, on travaille beaucoup dans la bibliothèque Ouais, cet hiver. l'hiver dernier. Cet hiver, ouais, quand il a fait très très froid, parfois on n'avait pas assez d'élec pour survivre On a tout oublié, l'hiver. ouais. Donc on allait à la médiathèque. C'était gratuit, ça C'est évitait, gratuit, ça évitait de dépenser. important, je pense, oui. Parce que si on est à café, etc., après 1 heure, 2 heures, il y a un petit peu de pression. Si tu veux Ouais, pas ouais. voir. Petite Si pression. c'est pas un coworking place. Ouais. Je ne peux pas trouver coworking place toujours. Ouais, donc on n'a pas. Bibliothèque, Ouais, on n'a pas eu. Les médiathèques sont cool, ils ont très bon wifi, électricité, nocturne, plein d'étudiants en studio autour. C'est chaud l'hiver. C'est chaud l'hiver. Très important. Tu sens la souffrance d'un hiver passé dans le van. L'hiver a été dur. Voilà, l'hiver a été rude, donc on est mieux en Bretagne là. Ok. Il reste 2 petites questions. Et ben, les 2 dernières, et comme ça, après, on enchaînera avec tous les freelancers derrière. Ouais. Vas-y, Caro, je t'en prie. Là, on nous demande 2 trucs. En gros, le modèle de votre coffre-fort. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. C'est Et- hier. Et, Attends, on va regarder. ouais, et l'autre question, c'est l'assurance pour. Est-ce que vous avez une assurance pour tout ce qui est votre matériel, en fait, matériel technique, la pro, que vous avez dans Tartine? Alors, le coffre-fort, on regarde pendant la pause et on vous dit après parce qu'on ne sait pas. Ouais. Ouais. Et l'assurance. Je regarde. Il va Oui, regarder. oui, je cherche. Mais ça me fait bizarre, je vois plus Caro. Non, c'est bien. Ouais, parce qu'il met une fenêtre internet en même temps. Et l'assurance, non, on n'en a pas prise pour la simple et bonne raison que souvent ils veulent des factures du neuf. Ouais. Ah oui. Et du coup, vu qu'on vous a dit qu'on achetait d'occasion, ça marchait sur Back Market. Parfois, on a les factures avec Le Bon Coin, mais il faut que ce soit des trucs de moins de 3 ans, moins de 4 ans. Donc, on préfère jouer la sécurité du coffre-fort, on se débrouille par nous-mêmes. Et aussi, vu qu'on a acheté d'occasion, on n'a pas payé plein pot. Donc, si on se fait voler, ça fait moins mal que du neuf. Mais du coup, non, on a fait ce choix de ne pas prendre d'assurance. Ok. Peut-être que ça évoluera plus tard, hein, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, on paye pas pour ça. Super. Donc, comme vous pouvez le voir, Rouflaquette a été très attentive à tout ce que vous venez de dire. Elle est prête, elle va se lancer en chat freelance. C'est pas Et mal. le coffre-fort, Gurkan a trouvé. Screen sharing qu'on peut faire. On va trouver Amazon rapidement. Il a trouvé sur Amazon. Ah, on peut faire le lab encore, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Ah, c'est bon, tu l'as, Gurkan? Ok. Ouais, c'est celui-ci. Non, c'est le 25-35. Oui, c'est ça. C'est. Voilà. Et si on avait su, on aurait pris Mais 40-35. attention, 15 inch. Et ça, du coup, tu le fixes dans le Un camion. MacBook de 13 pouces. 13 pouces. Attention. Mais plus grand, ça marche pas, ça passe pas dedans. Donc, Donc, la marque, c'est Yale YSB. Ok. ouais, c'est ça. Yale. Cette taille. Ouais. Voilà, on a... Mais je pense que s'il y a place, il peut acheter. Oui, Gurkan va en mettre un deuxième, mais c'est notre histoire. Pas de place, d'accord. T'inquiète, on va t'acheter ça pour que tu sois en sécurité dans le van. Et il y a autre option, c'est for burning, etc. Si Ouais, vous bon, avez on ne voulait pas non un plus budget, mais ça mettre dépend on du voulait pas non budget, plus mettre mais- un budget de malade dedans. Lui, il est scellé à tartine, donc il faut y aller pour l'enlever. Il s'ouvre avec code ou avec une clé. Très pratique d'avoir la clé quand il n'y a plus de pile dans Ouais. le Ah bah ouais. Et, Saint-Sébastien, on est safe. Très ouais. safe, On a fait Saint-Sébastien. l'épreuve de l'Espagne, on s'est fait braquer, tout est resté là, donc on peut dire que c'est plutôt safe. Ouais, c'est pas mal. C'est testé et approuvé. Ah ouais. Il y a 2 dernières questions avant de terminer. Comme ça, Oui. après, on fera une petite pause, on reviendra avec tous les freelancers. Est-ce que vous avez une assurance si vous cassez votre matériel pendant une prestation? Non, Par exemple, quand vous tournez une vidéo, non? non, on n'a pas. Franchement, la seule assurance On a qu'on. regardé, je pense que c'était dur. Prouve toutes les choses, Ouais. on a acheté quelque chose second-hand, etc. Oui, non. So, ouais. Non, mais non, ça n'a pas. Non, la seule assurance qu'on paye, c'est l'assurance auto de tartine. Ok. Et comment vous l'avez fixé, votre coffre-fort? Pour Télé. finir ce coffre-fort? Il est scellé Il par est- en dessous. Vous avez pas entendu. 4 vis. C'est Ouais. on a ouvert.
comme ça. C'est des trous sous Pas tartine. comme ça. C'est Ouais, c'est scellé, c'est scellé entre le fond, entre Ouais, le c'est sol. oui. Vraiment Ouais. comme un coffre. Ouais. Comme un coffre à Il y jouer. a quatre vis, je pense. Puis vu que c'est un, tu sais, c'est un camping-car, c'est quand même facile à percer le sol et tout. Super. nickel. Ok. Ok. Bah, merci Chloé Gurkan pour cette conférence sur vivre en van à l'année en étant freelanceur. On va rester dans cette thématique-là en enchaînant avec une réunion avec plusieurs freelanceurs qui pourront répondre à toutes vos questions, qui font plusieurs métiers. Donc, il y aura Chloé Gurkan de Vineland Goes On. Il y aura Dana et Steph du monde de Tikal qu'on a vu hier. Il y aura Maggie et Gilles qu'on a vu tout à l'heure pour le tuto aménagement meublement. Il y aura nous, Luce, c'est ça? Ouais. Et il y aura Caro et Fred, vous voulez vous joindre à nous? Bah, nous, on sera là pour poser les questions et si on a un truc à ajouter, on le dira parce qu'on n'est Ok. que des petits freelance. Pas grave, il n'y a pas de petits freelance, les copains. Je parle pas très bien français aussi. J'ai essayé. J'espère que tu étais bien. Oui, J'ai pas C'est dit bien, que c'est bien. peut-être quelqu'un. C'était très au bien, niveau c'était très écrit, mais bien. Je suis Le très niveau content. B1 est validé. Je parle pas très bien français. J'essaye. Moi aussi, tu parles bien français. Ah oui, Si tu t'inquiète. parles I do bien my best. français. Nous, on valide direct. Nous, on valide. Ah, vous Une êtes pause de gentil. 10 minutes et on Ah, revient c'est avec le devant, freelanceur d'accord. pour un jeu de questions-réponses et derrière il y aura le jeu concours. Du coup, on change de réunion, c'est ça, PF? Ouais, on change de réunion quand même. Ok. À tout À à tout de l'heure. suite. Préparez à vos dans 10 questions, les gens.